Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts préparatoires à la Masterclass Souveraine. Donc on est dans l'épisode 2, le vrai problème, pourquoi ton rapport à l'argent influence tout, même quand tu ne le vois pas. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu t'es inscrite à la Masterclass Souveraine. Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de nous rejoindre. Je t'invite à t'inscrire sur mon site internet camillegaudin.fr/souveraine. Le lien est en description de cet épisode de podcast. Cette masterclass et la série d'épisodes préparatoires que tu es en train d'écouter, j'ai envie de la créer comme une vraie expérience immersive. Une vraie expérience dans laquelle je t'invite à venir déconstruire ce que tu penses autour de l'argent, la façon de concevoir l'argent et la façon de te concevoir toi dans ton identité d'entrepreneuse. Donc on va parler d'identité, on va parler de stratégie, revenir aux fondamentaux de l'entrepreneuriat. On va parler aussi de notre capacité mentale, émotionnelle, énergétique. Et on va aussi parler de la qualité de notre expression et de comment tout ça, ça impacte notre entreprise. Ma conviction qui est au centre de tout ce que je partage ici, c'est qu'une entreprise ne peut pas se développer durablement au-delà de l'identité et de la capacité de la femme qui porte cette entreprise. Donc l'idée, avec cette immersion dans Souveraine, c'est si tu sens que tu es à un seuil, si tu sens que tu as une vision pour ton entreprise, que tu as envie de porter quelque chose, mais que tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu es pas encore tout à fait la femme capable de porter cette vision. L'idée avec Souveraine, c'est de te donner les outils, de te donner la méthodologie pour passer ce cap, devenir la femme capable de porter ta vision, de porter ton mouvement, de faire ce travail identitaire, de faire ce travail autour de ta relation à l'argent pour te permettre de franchir le seuil et atteindre le prochain niveau de développement de ton entreprise. C'est vrai que tu sois en phase de démarrage. Par exemple, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin de se construire l'identité de l'entrepreneuse qu'on a envie d'être. Et c'est vrai aussi à chaque palier que tu vas franchir, à chaque seuil que tu auras envie de passer, à chaque cap que tu auras envie de passer dans ton entreprise. Dans l'épisode précédent, on a commencé à poser quelque chose d'important, c'est que ce qui limite la capacité de croissance d'une entreprise, c'est pas toujours la stratégie, c'est pas toujours les compétences, c'est pas toujours l'offre, c'est pas toujours la qualité du contenu, c'est pas toujours la capacité d'organisation de la chef d'entreprise ou de ses équipes. Parfois, le sujet, il est plus profond. Il est dans l'endroit depuis lequel on construit notre entreprise. Cet endroit depuis lequel on décide, depuis lequel on s'exprime, depuis lequel on vend, depuis lequel on construit nos offres, on fixe nos tarifs, depuis lequel on accepte ou on refuse certaines opportunités. Et cet endroit depuis lequel on demande, on reçoit, on négocie, on investit. Et cet endroit, j'ai envie qu'on le regarde de plus près aujourd'hui parce que cet endroit a un nom, c'est notre relation à l'argent, c'est notre identité, notre posture financière. Quand je parle de relation à l'argent, c'est pas juste poser la question de combien je gagne, c'est pas non plus regarder seulement le chiffre d'affaires, ni nos objectifs financiers, ni le montant qu'on aimerait avoir sur notre compte en banque. Le sujet qui est central pour moi dans la relation à l'argent, c'est ce qui se passe en nous quand l'argent entre dans la conversation. Quand on doit annoncer un prix, quand on doit relancer un client ou une cliente, quand on doit demander un paiement, quand on doit investir, quand on doit vendre, peut-être se rémunérer et peut-être parfois se rendre compte qu'on ne se rémunère pas encore à la hauteur de ce que notre entreprise nous demande. Dans tous ces moments-là, est-ce qu'on se sent solide ou est-ce qu'on sent que quelque chose se contracte? Est-ce qu'on reste présente ou est-ce qu'on justifie, on minimise, on compense, on s'excuse intérieurement d'avoir une ambition financière, on surdonne à nos clients pour essayer de se rassurer d'une certaine manière? C'est dans ces endroits-là que tout commence. C'est pas juste une question de stratégie, de ce qu'on voit de notre stratégie. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on applique les stratégies. Notre posture, notre mode de fonctionnement, notre logiciel interne qui nous permet d'appliquer ou pas certaines stratégies avec efficacité, avec puissance, avec magnétisme. Et tous ces sujets-là, je les aborde pas juste du point de vue théorique. C'est des choses dont je peux parler parce que je les ai vécues. Personnellement, je viens d'une famille de fonctionnaires. Donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, l'univers de l'entrepreneuriat, ça faisait pas du tout partie de mon paysage de départ. J'ai pas grandi dans une famille où on parlait d'entrepreneuriat, où on parlait de création de valeur, d'investissement, de vente, de liberté financière, de risque entrepreneurial. Tous ces sujets-là, ils n'étaient pas abordés autour de la table de la cuisine. J'ai grandi dans un environnement où l'argent s'était plutôt associé à la prudence,
aux besoins de sécurité, à l'économie, mon environnement où il fallait faire attention, même si j'ai manqué de rien dans mon enfance, hein. Mais l'argent, c'était un sujet qui était sérieux. Il y avait un côté un peu, chargé émotionnellement, un côté un peu inquiétant, un côté un peu suspect. En tout cas, l'argent, c'était plus un sujet de méfiance qu'autre chose. Et quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, j'étais ingénieure, donc j'étais cadre, j'avais un salaire, j'avais un bon salaire, j'avais une carrière, j'avais une indépendance financière et j'étais la première femme de ma famille à vivre cette forme d'autonomie. Quand j'ai démarré mon premier job, j'avais même un meilleur salaire que celui de mon mari. Donc sur le papier, mon chemin allait dans le sens de l'indépendance. Et puis quand, je suis devenue mère et ensuite quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, les choses ont commencé à bouger. Hem, il y a pas eu de grands changements brutals, il y a pas eu de rupture de vie, il y a pas eu de drame, il y a pas eu de, crise, visible. Il y a pas eu une fracture nette, il y a pas eu un moment où je me serais dit: «Tiens, je vais, renoncer à mon autonomie financière». En fait, ça s'est fait beaucoup plus subtilement que ça. C'est de petites décisions en petites décisions, inconscientes, de que petit à petit, j'ai laissé la responsabilité financière à mon mari, j'ai repoussé certaines décisions financières, j'ai évité certaines discussions. Il y a une forme de dépendance qui a commencé à se mettre en place. Parce qu'au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit: «Je me verse pas de salaire le temps que l'entreprise démarre». Toutes ces petites phrases, tous ces petits renoncements, je vais laisser mon mari gérer ce sujet-là parce que c'est plus pratique, il a plus le temps et cetera». Bref, il y a évidemment un côté systémique à ça, mais il y a aussi une part de responsabilité individuelle et de logiciels internes inconscients qui fait que j'ai construit en fait, sans m'en rendre compte, une forme de dépendance qui avait un côté confortable parce qu'elle était familière. Et ça s'est fait petit à petit et je m'en suis même pas rendu compte, du fait que j'avais laissé ma souveraineté financière, mon indépendance financière. Il y a personne qui est venu me la prendre, c'est moi qui l'ai laissé m'échapper. Et c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de compétence ou d'ambition. C'est juste que j'étais dans un schéma où j'étais en train de reproduire une configuration qui m'était connue, qui m'était familière, une façon de fonctionner qui, intérieurement, dans le sens que j'avais de ma relation à l'argent et des dynamiques financières dans ma famille, de cet endroit qui est très profond de nos loyautés familiales invisibles, ça semblait normal, en fait, comme situation. Et j'ai dû faire un gros travail sur ma relation à l'argent et en étudiant ce sujet-là, je me suis rendu compte que notre relation à l'argent, elle est pas neutre, elle est pas que rationnelle, elle est apprise, elle est émotionnelle, elle est culturelle, familiale, hyper genrée et identitaire. Donc on n'arrive pas dans l'entrepreneuriat avec une feuille blanche autour de notre relation à l'argent. On arrive avec une histoire. On arrive avec des phrases qu'on a entendues, des émotions qu'on a perçues dans l'enfance sans forcément pouvoir les comprendre, des silences, des non-dits qu'on a intégrés, des tensions qu'on a absorbées. On a observé des modèles, on a observé des loyautés invisibles, on a peut-être des peurs, des blocages qu'on sait même pas nommer parce qu'on n'en a pas vraiment conscience. Et tout ça, ça reste pas au niveau, juste mental. En fait, ça devient des réflexes. Ça peut être des réflexes émotionnels, des réflexes dans nos façons de prendre des décisions, des réflexes qui vont se devenir visibles dans les moments où, dans notre entreprise, l'argent rentre dans le game, rentre dans la conversation, rentre dans la décision. Donc ça va être au moment de vendre, au moment, de choisir nos tarifs, au moment de demander, au moment de recevoir, au moment d'investir, au moment de gérer, notre argent, dans la façon aussi dont on va poser le cadre, de la relation avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos salariés, avec nos équipes si on en a. Tout ça, c'est teinté par notre relation à l'argent et ces réflexes-là, ils continuent d'opérer même si on change de contexte. Ils opèrent si on avant dans notre vie d'avant, si, tu es passé par le salariat, c'était ces réflexes-là qui étaient, aux commandes. Quand on devient entrepreneuse, ces réflexes-là, ils sont toujours aux commandes. Donc c'est-à-dire qu'on peut, se former, sur des compétences, sur des stratégies, sur le marketing, sur la création d'offres. On peut faire, des formations sur la tarification. On peut être capable de poser un tarif et de faire un calcul de rentabilité dans un tableau Excel.
Sauf qu'au moment d'annoncer notre tarif à nos clients, intérieurement, il y a tout qui se bloque parce que notre logiciel fait qu'on n'est pas capable de porter le tarif qu'on a décidé d'un point de vue rationnel. Donc on peut faire toutes ces formations, on peut apprendre à faire des lancements, on peut apprendre à créer du contenu, on peut avoir des stratégies qui sont très propres sur le papier. Mais si notre système interne, si notre logiciel autour de l'argent n'a pas évolué de façon consciente, intentionnelle, si on ne sait pas créer une relation avec l'argent qui est saine, une identité financière qui est soutenante, en fait, on va recréer encore et encore les mêmes dynamiques. Peut-être que ce sera de façon un peu plus sophistiquée, un peu plus professionnelle, un peu plus acceptable socialement, peut-être un peu plus entrepreneurial, un petit plus business. Mais en gros, ce sera toujours le même scénario qui va se rejouer et les mêmes blocages, les mêmes plafonds, les mêmes obstacles. Et c'est souvent pour ça que moi, ce que je vois chez mes clientes, ce que je vois chez les femmes entrepreneuses, c'est qu'on se retrouve souvent coincées parce que on pense qu'on a un problème de stratégie, donc on va aller chercher une meilleure méthode, une meilleure façon d'écrire nos accroches, un meilleur tunnel, de meilleure façon de faire du contenu, meilleure offre, on va revoir nos offres, revoir nos prix, revoir notre branding, enfin bref, tous ces sujets-là. Et moi, je plaide coupable, hein, j'ai dans mon dossier téléchargement, je sais pas combien de PDF qui étaient censés me vendre la stratégie miracle et que j'ai jamais appliquée. Parce que en réalité, la problématique, c'est pas la stratégie, c'est qui pilote le système en fait. Et qui pilote le système, c'est notre rapport à l'argent. Et notamment toutes les croyances profondes qu'on a intégrées. Et moi, j'appelle ça des mensonges financiers. Et ces mensonges, on les a pas toujours intégrés. En tout cas, nous ont pas toujours été transmis avec de mauvaises intentions. Mais c'est des mensonges qu'on nous a présentés comme des vérités, alors qu'en fait, ce sont juste des conditionnements. J'ai envie d'explorer ici 3 de ces grands mensonges. Ceux que je vois le plus, les plus universels. Le premier, c'est que l'argent, ce serait la sécurité. On nous apprend très tôt que plus on a d'argent, plus on est en sécurité. Je vais être précise ici. Évidemment, l'argent contribue à notre sécurité matérielle. Avoir de quoi payer un logement, de la nourriture pour notre famille, de quoi s'occuper de notre santé, anticiper les imprévus et investir sur notre avenir, avoir la capacité de faire des choix financiers, tout ça c'est important et ça contribue à notre sécurité matérielle. Je suis pas du tout en train d'essayer de romantiser le manque d'argent, bien au contraire. Moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai ressenti, c'est que l'argent ne crée pas automatiquement la sécurité intérieure. Et c'est là où on est beaucoup de femmes à se retrouver piégées parce que on poursuit un montant en pensant qu'à partir de ce montant-là, sur notre chiffre d'affaires, sur notre compte en banque, on va enfin se sentir calme, sereine, stable, légitime, on va enfin s'autoriser à respirer ou quelle que soit l'émotion agréable qu'on associe à un montant sur un compte en banque. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Je l'ai observé, je l'ai vécu personnellement. Par exemple, moi, j'ai connu des périodes où j'avais très peu d'argent dans ma vie étudiante ou quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas beaucoup d'argent. Et paradoxalement, je me sentais en sécurité, pas en pression financière. Je me sentais intérieurement plus sécurisée qu'à certains moments de ma vie entrepreneuriale où j'avais plus d'argent qui circulait dans mon univers. J'ai connu des périodes avec beaucoup plus d'argent où l'insécurité intérieure, la tension, la pression, le doute étaient hyper présents. Et c'est des choses aussi que j'observe chez mes clientes. J'accompagne des clientes à tout niveau de revenus, à des niveaux de revenus très différents. J'accompagnais des femmes qui démarraient, des femmes déjà installées, des femmes qui faisaient des lancements importants, qui pouvaient générer beaucoup d'argent, mais qui à l'intérieur t'es pas forcément plus libre et plus sereine. Par exemple, j'ai le cas d'une cliente qui avait fait un lancement autour de 150 000 €, son premier lancement. Elle a généré 150 000 € et elle s'y attendait pas du tout. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que le soir de la fermeture des inscriptions de son lancement, elle était dans son canapé en train de pleurer. Elle était complètement paniquée intérieurement parce que elle s'attendait pas à recevoir autant d'argent et ça l'a mise complètement en insécurité et en pression interne de recevoir autant d'argent. Donc, le montant sur le compte en banque, c'est pas ça qui va générer la sécurité intérieure. Parce que oui, l'argent, ça peut augmenter nos options, ça peut nous donner la liberté de choix, ça peut nous offrir la sécurité matérielle, mais l'argent ne guérit pas
de façon automatique un système interne qui est complètement contracté et qui est complètement sous pression. Plus d'argent, ça ne répare pas de façon automatique notre rapport à la valeur, ça ne répare pas le sens de notre identité, notre sentiment de confiance en nous, de légitimité, d'autorisation intérieure. Ça n'augmente pas forcément notre capacité à recevoir, à décider, à vendre, à tenir des limites, à oser dire non. Et quand on a cette illusion que la sécurité viendra d'un chiffre, d'un montant sur un compte en banque, en fait, le risque, c'est de passer notre vie à courir derrière un montant qui grandit toujours. À chaque fois qu'on s'en approche, il recule parce que il va toujours grandir. En fait, si je me dis que je me sentirais en sécure si je fais 2 000 € par mois, j'arrive aux 2 000 € par mois, en fait, je me sens pas sécure. Donc, je me dis, bon, bah, il faut que j'en fasse 5. Donc, je vais jusqu'au 5 et je me sens pas sécure. Et ainsi de suite. Et la sécurité interne, Hem, elle ne se construit pas sur l'idée d'un montant sur un compte en banque. Elle vient de notre système nerveux, en fait, cette sécurité. Et lui, il se calme pas forcément avec plus, au contraire, parfois plus d'argent, c'est plus de responsabilités, c'est plus de pression, c'est plus de peur, plus de risques, et cetera. Donc notre système interne, il se calme pas avec plus d'argent, il se calme avec plus de conscience, plus d'intention, plus de responsabilité, plus de structure et je dirais aussi plus de vérité. D'avoir cette capacité à être beaucoup plus intentionnelle, beaucoup plus souveraine dans notre façon de construire notre sécurité intérieure. Le deuxième mensonge autour de l'argent, c'est quand on pense, quand on croit que vouloir de l'argent, c'est louche, c'est mal, c'est suspect, etc. Et celui-là, il est hyper puissant chez les femmes et il nous limite énormément. Et il est souvent assez subtil. Il se présente pas toujours sous la forme de la croyance «l'argent c'est mauvais». Parfois, il se cache dans des phrases qui sont beaucoup plus acceptables. Celle que j'entends le plus, c'est «Ah là là, mais moi je fais pas ça pour l'argent. Moi je veux surtout aider. Ah moi je veux pas paraître trop insistante sur les ventes. Je veux pas donné l'impression de vendre. Je veux pas devenir une personne qui pense qu'à l'argent». Alors, même si je comprends l'intention, je sais que beaucoup de femmes ne veulent pas créer une entreprise déshumanisée. Je vois beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir des entreprises vertueuses, qui veulent pas vendre n'importe quoi, à n'importe qui et n'importe comment, qui ont peur de manipuler, qui veulent pas réduire leur travail à une transaction. Le problème que je vois moi là-dedans, c'est que dans cette tentative de rester intègre, on finit parfois par se couper de l'argent. Comme si vouloir bien gagner sa vie, avoir de l'ambition financière, ça pouvait d'une manière ou d'une autre venir contaminer la pureté de notre mission. Comme si avoir une ambition financière, ça faisait de nous des femmes moins morales, moins généreuses, moins profondes, moins spirituelles, moins sincères. Et ça, c'est un conditionnement qui coûte extrêmement cher à nous les femmes. Parce que l'argent, c'est pas l'opposé de l'impact, c'est pas l'opposé d'un service vertueux. L'argent, c'est un outil de circulation. Et quand on a une entreprise, quand l'argent circule, c'est le signe qu'il y a une valeur qui circule, qu'il y a des décisions qui se prennent, qu'il y a des engagements qui se matérialisent entre l'entreprise et ses clients. C'est le cœur de ce qui fait qu'une entreprise fonctionne. Une entreprise qui ne sait pas recevoir l'argent fragilise la femme qui la porte. Pour beaucoup d'entrepreneuses, ça se retrouve dans une forme de contradiction intérieure. On a envie de créer une entreprise rentable, mais on a honte de vouloir plus d'argent. Parfois, c'est parce qu'on a envie d'être reconnu, mais on minimise notre valeur. On veut vendre, mais on se sent coupable de parler de nos offres, de demander, de proposer nos services. On veut de la liberté, mais parfois, il y a cette forme de supériorité morale à ne pas trop s'intéresser à l'argent. Et en fait, cette contradiction, elle finit par nous coûter très cher parce qu'elle nous coûte en clarté, elle nous coûte aussi en énergie. Ça peut aussi créer un espèce de stock de décisions qui n'ont pas été prises, de prix qui sont trop bas, d'offres qui sont pas assumées, de ventes qui sont évitées et des conversations qui sont repoussées. On peut pas construire une entreprise sereinement en considérant inconsciemment que le carburant principal de l'entreprise, qui est l'argent, est suspect, est mauvais, est mal et qu'on ne devrait pas s'y intéresser. Donc, le mensonge, c'est de penser qu'il y a une forme de supériorité morale à ne pas s'intéresser à l'argent. C'est complètement faux.
l'argent ne ma conviction à moi, ce que je vois dans les personnes autour de moi, c'est que l'argent ne change pas notre nature. Il fait pas de nous quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. L'argent nous révèle. L'argent révèle notre nature interne, nos qualités intrinsèques et aussi parfois nos défauts. Le troisième mensonge, c'est que notre niveau de réussite financière, ça dirait quelque chose de notre valeur personnelle. Alors là, il est assez intime, ce mensonge-là, il vient toucher à notre identité. Il dit plus on gagne, plus on a de la valeur. Et moins on gagne, moins on a de la valeur. Il dit aussi, si ton entreprise ne génère pas encore ce que tu voudrais qu'elle génère, c'est que tu n'es pas assez avancée, pas assez compétente, pas assez légitime, crédible, capable, ou je sais pas quel autre mensonge. Et très souvent, cette croyance, elle vient se mélanger avec une autre, l'idée que notre valeur en tant qu'individu dépend de notre productivité, de notre capacité à être utile, à être disponible pour tout le monde, à être efficace, à être performante, rentable et d'être toujours en train de faire quelque chose. Et quand on est dans ce paradigme-là, l'argent devient hyper chargé, parce que c'est plus juste un indicateur de la valeur qui s'échange entre nous et nos clients, ça devient une évaluation de soi-même, de nous-mêmes. Une preuve de est-ce que je suis assez ou pas assez. Et quand l'argent, on l'associe à notre valeur personnelle, chaque décision financière, chaque conversation financière devient beaucoup plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Quand on est dans ce logiciel-là, annoncer un tarif à un client, c'est pas juste annoncer un tarif, ça devient est-ce que j'ai le droit de demander ça? Pour qui il va me prendre du fait que je demande ça? Je me sens pas légitime à demander ce tarif-là. Donc quand on est dans ce logiciel, quand quelqu'un nous dit non, pour une prestation, c'est pas juste un non, ça devient un rejet personnel. Ça devient est-ce que ce que je propose, est-ce que moi je vaux vraiment quelque chose? Quand on est encore dans ce logiciel, le fait d'avoir des hauts et des bas dans notre entreprise, d'avoir un chiffre d'affaires qui est plus ou moins régulier d'un mois à l'autre, ça devient autre chose que juste une donnée factuelle. Ça devient est-ce que je suis en train d'échouer? Est-ce que je suis moi-même un échec? Et quand on est encore dans ce logiciel, le fait d'investir, ça devient pas juste une décision entrepreneuriale et une décision de choisir où on met nos ressources. Ça devient est-ce que je mérite est-ce que je mérite de mettre mon argent sur moi, sur le développement de mon entreprise ou sur mon développement à moi en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse? Donc évidemment, quand on est dans ce logiciel-là, notre système se contracte dès que l'argent rentre dans la conversation, dès que l'argent rentre dans la pièce, quoi. Avec ce logiciel-là, notre système interne, il ne peut que se contracter. Parce qu'on ne pourra plus prendre nos décisions depuis la clarté, on va prendre nos décisions depuis une menace identitaire, une menace relationnelle, une menace émotionnelle. Et donc quand on met ces trois mensonges ensemble, on obtient une équation impossible à résoudre. D'un côté, on nous dit qu'on a besoin d'argent pour se sentir en sécurité, et c'est d'autant plus vrai quand on est une femme. De l'autre côté, on nous dit que vouloir de l'argent, ce serait mal, ce serait pas moral, ce serait un signe de cupidité, d'avidité. Et en même temps, on nous laisse croire que notre niveau de succès financier, le niveau d'argent qu'on gagne, ça dit quelque chose de notre valeur personnelle. Donc on est censé vouloir de l'argent pour notre sécurité, mais pas trop, sinon on devient cupide, et si on n'en a pas assez, ça diminue notre valeur personnelle. Ça crée une tension interne énorme. Et c'est depuis cette tension, depuis cet état interne de tension, que beaucoup d'entrepreneuses essaient ensuite de construire leurs entreprises et de résoudre ce problème interne, cette tension interne, cette contraction, avec une stratégie, avec toujours plus de stratégie. Mais une stratégie, elle peut pas à elle seule apaiser, réparer un système nerveux, un système intérieur qui est en contraction, qui est en contradiction. Une stratégie, elle peut aider. Elle peut apprendre une compétence, donner une structure. Ça peut nous aider à clarifier un plan d'action. Elle peut nous aider dans le passage à l'action. Mais si en dessous de la stratégie, notre rapport à l'argent, notre identité financière est encore chargé de peur, de honte, de culpabilité, de loyauté invisible, de confusion, en fait, cette stratégie, elle risque même de se retourner contre nous. On peut apprendre à vendre, avoir un super script de vente, mais se contracter dès que on est dans un moment de vente ou en venir à éviter les conversations de vente.
On peut créer une super offre, mais ne pas réussir à l'assumer, ne pas réussir à en expliquer la valeur, ne pas réussir à la mettre devant les yeux des bonnes personnes parce qu'on aura honte de demander. On peut fixer un tarif, mais justifier ce tarif en permanence, ne pas réussir à le tenir dans la durée et le redécider encore et encore et encore. On peut avoir une stratégie, par exemple, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup, avoir une stratégie de création de contenu, mais rester hyper flou sur ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends et comment les gens peuvent acheter chez moi. C'est un peu comme si ça c'est un truc que je vois et c'est une image que j'avais déjà utilisée et je sais qu'elle avait beaucoup parlé à l'époque. C'est un peu comme si on rentrait dans un restaurant et que on disait OK, qu'est-ce qu'il y a au menu? Et le chef du restaurant me disait: «Ah bah, je sais pas, j'ai pas encore décidé ce que j'avais au menu aujourd'hui, je sais pas vraiment si je vais faire de la pizza ou si je vais faire des pâtes et puis je sais pas non plus quel prix je vais mettre, ça dépendra de mon humeur du moment». Hem, Quand on est dans ce logiciel interne-là, on peut pas construire une entreprise qui est rentable, qui est pérenne, qui est durable et qui soutient, la femme qui porte l'entreprise. Dans ce logiciel-là, on peut investir dans notre entreprise, mais pas depuis la vision et pas depuis l'envie de construire quelque chose, de passer les seuils qu'on a besoin de passer, mais construire depuis l'urgence, depuis la panique, depuis le stress, depuis la pression. Et on peut se retrouver aussi dans des situations où en fait on a notre agenda qui est rempli de choses qui paraissent utiles en apparence, mais qui sont pas des tâches qui peuvent nous rapporter de l'argent, qui peuvent créer de la valeur dans notre entreprise. Je vois souvent des entrepreneuses très compétentes qui ont l'impression de beaucoup travailler sans que ça se traduise réellement en argent, en objectifs financiers atteints. Et ces femmes-là, c'est pas un problème de leur valeur intrinsèque, c'est pas un problème de leurs compétences, de leurs capacités, ou qu'elles auraient pas assez appris de choses. Ça peut, hein. Quand on démarre, il y a des compétences et des choses qu'on a besoin d'apprendre. Mais quand on s'est formé, quand on a appris, et que on sent que on n'est pas encore là où on a envie d'être, c'est souvent parce que, à l'intérieur, l'argent vient activer quelque chose. Il va activer une tension, il va activer une insécurité et ça peut se traduire dans la peur d'être vu, d'être jugé, d'être critiqué. On peut avoir peur de demander, on peut ne pas être à l'aise avec le fait de recevoir de l'argent. On a peur de décevoir, on a peur d'être trop, on a peur de découvrir peut-être qu'on n'est pas assez justement. Et tant que ce logiciel-là, il reste invisible, c'est lui qui continue de piloter tout ce qui se passe dans notre vie de femme et dans notre vie d'entrepreneuse. Parfois, c'est très discret, mais c'est hyper puissant. C'est pour ça que travailler notre relation à l'argent, c'est pas un petit bonus de développement personnel, c'est pas un petit truc qu'on fait pour se faire plaisir, c'est une fondation entrepreneuriale. Dans nos entreprises, l'argent n'est pas un petit sujet annexe. Il est partout. Il est dans notre positionnement, il est dans nos offres, dans nos tarifs, dans notre capacité à vendre, dans notre capacité à recevoir, dans notre capacité à se rendre visible, à s'exprimer clairement, dans ce qu'on s'autorise à investir, dans les décisions, la qualité des décisions qu'on prend, dans le risque et la pression qu'on est prête à assumer, dans la responsabilité qu'on est prête à prendre, dans le pouvoir qu'on est prête à assumer. Et le pouvoir, c'est pas un pouvoir de domination, mais c'est d'assumer notre puissance, en fait. C'est aussi dans les limites qu'on a besoin de poser. Ça se voit aussi dans notre rapport au temps, dans notre capacité de leadership, dans notre capacité à poser un cadre relationnel, que ce soit avec notre famille, avec nos clients, avec nos partenaires. Tout ça, ça se voit dans notre posture d'entrepreneuse. Et plus notre entreprise grandit, plus tout ce qui va pas être conscientisé dans notre relation à l'argent va devenir bloquant. Parce que l'entreprise, elle va mettre en lumière tout ce qui doit mûrir en nous pour soutenir le niveau suivant. C'est là que ce travail autour de l'argent, ça devient aussi un sujet de responsabilité. Le but, c'est pas de se dire je suis coupable de tout, tout est de ma faute. Le but, c'est de reprendre le pouvoir, de reprendre notre espace de responsabilité et de voir, de prendre conscience qu'on n'est pas condamné à reproduire encore et encore les mêmes réflexes. On peut regarder ce qu'on a appris, ce qui nous a été inculqué de façon inconsciente, pour comprendre les schémas dans lesquels on est, les schémas qui se rejouent
et reprendre la responsabilité de notre réalité financière. Quand on remet de la conscience sur ce travail autour de notre relation à l'argent, on peut arriver à distinguer ce qui nous appartient vraiment de tout ce qu'on a hérité, tous les conditionnements dans lesquels on est. On peut arrêter de confondre l'argent et la sécurité intérieure, l'ambition et la cupidité, et notre niveau de revenu avec notre valeur personnelle. Donc là, c'est le résumé des 3 mensonges qu'on a vus juste avant. Et quand on sort de ce logiciel-là, à partir de là, on peut commencer à construire autrement. Sans rajouter des couches et des couches de stratégie sur un système intérieur qui est contracté, mais au contraire en transformant l'endroit depuis lequel on opère. L'image que j'aime bien utiliser, c'est celle d'un thermostat. Notre thermostat intérieur, quelle fréquence il est réglé, sur quelle posture il est réglé. Est-ce qu'on est dans une posture intérieure qui est contractée, qui est pleine de peur, de honte, de doute, de culpabilité, ou est-ce qu'on a un thermostat interne qui est fait de courage, de responsabilité, de puissance, de joie, d'amour. En fait, notre thermostat interne, c'est lui qui va déterminer si une stratégie, on est capable de l'appliquer, si une stratégie, elle fonctionne. On peut avoir 2 entrepreneuses qui appliquent exactement la même stratégie en fonction de leur thermostat interne, la qualité de leur posture, la qualité de leur discours intérieur. Elles vont pas du tout avoir les mêmes résultats. On peut dire la même phrase, si on la dit avec une énergie de peur, de honte, de contraction, on n'aura pas le même résultat que si on l'a dit avec confiance, avec conviction, avec clarté, avec ambition, avec enthousiasme et avec puissance. Une entreprise solide, elle se construit pas juste sur la somme des actions qui sont menées, elle se construit depuis la qualité intérieure de la femme capable de soutenir les décisions, de soutenir les stratégies que cette entreprise demande. Une femme qui est capable de regarder sa situation financière, de demander de l'argent sans se rétrécir à l'intérieur, qui est capable de vendre, d'inviter les gens à la rejoindre sans s'excuser, qui arrive à recevoir sans culpabiliser, qui arrive à fixer des tarifs et à les annoncer sans se justifier, qui est capable d'investir sans s'écrouler sous la peur du risque, capable de dire non sans paniquer et de dire oui sans avoir l'impression de trahir qui que ce soit. Tout ça, on va venir le travailler dans l'immersion souveraine. Pendant la masterclass, on va aller en regarder en profondeur les composants de notre relation à l'argent, sans rester dans l'analyse, sans refaire votre histoire personnelle pendant ces 4 jours, sans faire non plus une thèse de sociologie sur les conditionnements genrés autour de l'argent, mais pour comprendre ce qui influence concrètement pour toi ta posture de vente, ta façon de décider, de recevoir, de choisir tes tarifs et de diriger ton entreprise. On va venir mettre de la clarté là où il y a peut-être aujourd'hui de la contraction. On va aller remettre de la responsabilité là où peut-être aujourd'hui il y a de l'évitement. Et on va aller remettre de la structure et du discernement là où aujourd'hui il y a du flou. Et on va venir poser les bases d'une posture financière plus souveraine. L'objectif de cette immersion, de ce podcast et de la masterclass, c'est pas seulement que tu aies des éléments pour comprendre ton rapport à l'argent. L'objectif, c'est aussi que tu puisses commencer à le transformer. Pour que ton entreprise, elle se construise plus contre ton système intérieur, mais au contraire qu'elle se construise avec une base assez solide pour soutenir ce que tu veux créer et la femme que tu as besoin de devenir pour le créer. Donc, dans le prochain épisode, on va aller un petit peu plus loin parce que si ton rapport à l'argent influence autant ton entreprise, c'est parce qu'il touche directement à notre identité, à la femme que tu crois être aujourd'hui, à la femme que tu as besoin de devenir, à ce que tu t'autorises à recevoir, à ce que tu considères comme possible pour toi. Et c'est là-dessus qu'on a généralement besoin de faire un changement de perspective. Parce que parfois, on pense qu'on est bloqué, qu'on est en retard, qu'on a besoin de devenir quelqu'un d'autre, alors que souvent, on opère depuis une identité, notre identité actuelle, qui a ses propres limites. Et dans le prochain épisode, on ira regarder cette identité financière, comment elle se construit, comment on peut la faire évoluer dans la réalité de ton entreprise, dans tes décisions, dans ton rapport à l'argent
et dans ta façon de prendre ta place dans ton entreprise. On se retrouve pour le 3e épisode. Je t'invite à nous rejoindre pour la masterclass souveraine du 2 au 5 juin si tu n'es pas encore inscrite. Le lien est en description de cet épisode de podcast. Et je t'invite aussi à répondre au questionnaire préparatoire de cette masterclass. L'idée, c'est à partir de tes réponses de pouvoir créer une expérience en co-création, une expérience sur mesure pour les personnes qui seront là pendant cette expérience. L'idée, c'est de partir de ta réalité, de là où tu en es, pour t'apporter des outils adaptés à la réalité de ce que tu vis aujourd'hui dans ton entreprise, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. Donc le lien pour répondre au sondage est en description de cet épisode de podcast. Et pour toutes celles qui répondront au sondage, je vous enverrai personnellement un cadeau. Pour vous remercier, je vous enverrai le manifeste de l'entrepreneuse souveraine directement dans votre boîte mail. Donc on se retrouve tout de suite pour le 3e épisode de notre série immersive préparatoire à la masterclass souveraine.